merci d'avoir accepté notre grand entretien. Merci beaucoup de votre invitation. On est un petit peu chez toi ici à Longchamp. Oui, un peu. C'est là où j'ai fait le plus de victoires sur les hippodromes parisiens. Depuis quelques semaines maintenant, on entend bon nombre d'observateurs dire on a retrouvé le Pélier de la grande époque. Tu partages cette opinion? C'est un peu, je dirais, oui et non. Oui, c'est vrai que là, en ce moment, bon, là, je fais des gagnants. Il y a pas de, on voit un petit peu, ça marche bien. Mais bon, aussi, c'est les courses de chevaux. Et quand on n'a pas vraiment vous avez les professionnels qui vous laissent un peu de côté. Bon, c'est pas toujours évident. Il y en a d'autres. Bon, je vois par exemple Carlos Lafont-Parias qui m'a toujours fait confiance depuis des années. Ses propriétaires aussi. Donc voilà, il a toujours été là. Et donc du coup, ça permet de faire quelques gagnants. Et puis après, les gagnants appellent d'autres gagnants et ça s'enchaîne. Pour toi, rien n'a changé récemment? Sur les courses, c'est-à-dire que je prends toujours autant plaisir. Parce que la victoire, quand on l'a en soi, c'est vrai que c'est génial. Maintenant, je connais beaucoup de propriétaires, on va dire même des nouveaux. Mais sur les anciens, on se connaît depuis déjà très longtemps. Donc revenir, regagner pour eux, pour moi, c'est une énorme satisfaction. Je ne dis pas que je vais monter partout en France, non, c'est pas ça. Il faut que j'ai aussi une qualité de vie. J'ai eu des enfants, donc je me suis occupé un petit peu aussi parce que bon, c'est pas toujours évident. Et on a aussi une vie de famille. Et j'ai essayé de faire un petit peu les deux. Bon, là maintenant, ça marche bien. J'ai continué dans mon système, c'est-à-dire vraiment de travailler, de continuer, d'être un peu plus près. J'ai pas eu d'agent pendant 1 an, 2 ans pratiquement. Volontairement, remettre tout, on va dire tout carré, repartir et puis après une fois que c'est bien reparti, bon après je me suis dit bon voilà, j'avais demandé justement à Hervé Nagard s'il voulait bien revenir. Ton agent pendant une dizaine d'années. Voilà, et que si ça l'intéressait de venir travailler un peu avec moi, parce que je commençais à avoir un peu beaucoup et que c'était difficile de tout gérer. Et là, après on s'est assis puis on a commencé un peu à discuter. Alors, rien ne te destinait à cette carrière, puisque tu as grandi dans un foyer où le cheval est absent. Oui, en fin de compte, mes parents étaient dans les monuments funéraires, qui avaient justement rien à voir. Le seul truc qui était bon, positif, c'est que c'est une région, comme je suis en Mayenne, il y a beaucoup de chevaux. Dans l'ouest, il y a beaucoup de chevaux, beaucoup d'hippodromes. Moi, j'ai fait des courses de poney sur place. C'est-à-dire que vous voulez voir des chevaux, bon, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Nous, on avait beaucoup de trotteurs aussi, à côté de la maison. J'aurais pu être dans le trot, mais moi, j'aimais bien le galop. Tu es né à Cossé-le-Vivien, donc sud de Mayenne. Voilà, qui est pas très loin justement entre Laval et Écran. Quelle relation avais-tu avec tes parents? Très bonne, on s'est très bien entendu. J'ai mes parents qui, en fin de compte, il a fallu leur dire que je voulais faire ce métier et qu'il fallait partir de la maison à 14 ans. Au début, déjà pour les courses de poney, ils n'étaient pas trop chauds. Parce qu'au départ, tu montais quand même à poney sans leur dire. Oui, en fin de compte, c'est nous on va dire par chez moi, quand on voulait se promener, bon c'était facile, on pouvait sortir dehors, on n'allait pas très loin, il n'y avait pas toute la circulation, vous vouliez faire un tour, vous allez à la pêche. Vous allez prendre des sandwichs, vous allez pêcher, vous allez voir, c'est la campagne. Donc beaucoup de liberté. Beaucoup de liberté, mais on va dire c'est facile. Tout était facile. Il y avait on voulait pêcher, on voulait aller voir les chevaux, il y avait les vaches, les chèvres, enfin tous les animaux, c'était facile. Et donc du coup, discrètement, je dis, oh, tiens, c'est sympa. J'ai vu un qui commençait à monter un poney. Puis je dis, oh, tiens, je veux faire essayer. Bah, vas-y, viens, essaye. Puis là, j'ai commencé à tourner. Et puis on a commencé à faire dans les champs, à faire les cons, quoi. Et vas-y, on monte là, et vas-y. Fais des courses. Voilà. Et le problème, c'est qu'après, quand j'ai voulu faire des courses avec eux, ils m'ont dit, il faut une licence. Et donc l'autorisation des parents. L'autorisation des parents. Alors donc du coup, comme je faisais un peu de foot, je disais, ah, mais ça serait peut-être pas mal. J'aime bien. Il fallait trouver quelque chose. Puis après, quand ils ont dit, ah, bah oui, ça serait une bonne idée, ça peut être sympa et tout, mais eux, ils pensaient qu'on courait pique. Ils sont venus une fois à l'entraînement voir un peu comment ça se passait. Alors là, j'ai eu ma mère se décomposer. Ah bon, t'es sûr que tu veux faire ça? Ça va un peu vite? J'ai dit, non, mais c'est ce que j'ai dit, oui, ça me plaît. Et donc du coup, ils m'ont dit d'accord. Et j'ai commencé à faire pas mal de courses. Et puis ensuite, quand je leur ai dit que je voulais en faire mon métier, c'est pas évident parce que quand on veut se lancer, on part de chez soi à 14 ans. Il fallait à l'école, apprendre.
Nous, à l'époque, on n'avait pas le TGV, c'était on va dire le corail, c'est-à-dire que quand je partais à midi, voilà, et quand j'arrivais, ouais, je partais à midi de l'écurie le samedi, j'arrivais chez moi, on va dire, à 18h, quoi. Donc tu rentrais pas le le week-end? lendemain, repartir pour 15h, pour arriver à 22h. Alors c'était des week-ends, c'était vraiment, ouais, mes parents, c'était mieux qu'ils viennent sur Paris. On va revenir là-dessus, mais à l'époque des courses de poney, ton premier crack, en fait, s'appelle Kenza. Oui, voilà, ouais, comme ça, c'était, non, c'était c'est-à-dire qu'on avait le poney qui gagnait pas mal de courses et tout, que j'ai gagné avec lui, que ce soit en plat. Il était tellement costaud qu'en fin de compte, j'avais quelqu'un qui le tenait un peu avant le départ, parce que s'il me prenait la main, il partait. Après, il fallait que je fignole. Puis après, il a fait aussi de l'obstacle. Donc j'ai gagné aussi en plat, en obstacle. En cross, c'était un petit peu plus difficile parce qu'il est un peu trop sanguin. Bon, il en a fait un ou deux. Au début, c'était Patrice, son vrai propriétaire, qui montait les courses de poney. Et après, il me le passait, mais il était un petit peu trop chaud, pas facile à diriger. Donc ça, c'est Kenza, ton premier crap. Ensemble, vous avez gagné 17 courses, mine de rien. Oui, on a gagné pas mal de courses. Ouais. Tu pars donc à Chantilly, on a entendu 13 ans et demi, 14 ans. Voilà. Tu rentres au service de Patrick Biancone, qui est tête de liste à Chantilly. Comment tu arrives chez lui d'ailleurs? En fait, juste avant, mon père connaissait, il y avait pas mal de gens qui passaient à la maison. Et on avait les courses de cran, il y avait Patrice Lemaire qui était là. Jockey d'obstacle, des années 80. Voilà, le père de Christophe. Star au Japon. Et qui a dit, si vous voulez, il faut qu'il aille là-bas à Gouvieux. Puis lui, il habitait juste à 300 mètres de l'école. Et j'ai dit, si tu veux, il faut aller là-bas, ça c'est la bonne école et tout. Puis il me dit, je connais un entraîneur et tout, il est pas mal. Bon, Patrick Biancone. Je dis, oui, Patrick Biancone. Tu ne suivais pas du tout les courses hippiques autrement? Pas du tout. D'accord. Moi, j'avais beaucoup de trotteurs, je ne connaissais pas personne. D'accord. Tu arrives chez Patrick Biancone ne sachant pas où tu mets les pieds? Non, pas du tout. On m'a dit, quelles sont tes premières impressions? Très bonne, on m'a dit, parce que tout le monde a dit, tiens, tu vas chez quel entraîneur? Il y a un tel. Ah, ouais, chez qui tu vas? Je dis, justement, comme ça faisait, on fait le stage, on reconnaissait. Je lui dis, Patrick Biancone. Et il me dit, ouais, c'est bien, c'est bien. Parce qu'il y avait Gérald Mosset, Le Gris, les trois mousquetaires sont là. Voilà, Mongy, donc on me disait, c'est bien et tout. Et puis, il y a un jeune et tout, Gorly qui a gagné aussi le Jockey Club et tout. Je fais, c'est pas mal, il dit, tous les apprentis, ils montent. Je dis, déjà. Déjà quand on commence, on est chez quelqu'un où on sait qu'il y a des apprentis qui sortent, qui fait monter, parce qu'on peut être apprenti, avoir beaucoup de chevaux et puis pas monter. Bien sûr. Mais surtout qu'il laisse la chance. Je dis au moins comme ça, on va savoir où on en est. Tu fais donc ton apprentissage aux côtés, on l'a dit, des trois mousquetaires, Dominique Boeuf, Eric Legris, Gérald Mosset. Quelles étaient tes références? Tu avais une idole à l'époque? En fin de compte, on les avait tous, puisque c'était, on va dire, Lamonte et Yves Saint-Martin, qui étaient avec eux, on va dire les mousquetaires qui étaient là. Tony Cruz qui est arrivé juste pas longtemps après. Mais c'était vraiment, il fallait monter les pieds à fond, retourner à la française, on va dire comme Yves Saint-Martin, parce que les gens connaissent Yves Saint-Martin. Patrick Biancone disait récemment à Jour de Galop, parmi mes nombreux grands jockeys formés, Gorly et Pellier sont nés avec plus de talent naturel. Tu penses avoir hérité d'un don? S'il le dit, c'est que ça doit être vrai. Oui, on doit avoir quelque chose. Après, moi, j'ai toujours aimé, on va dire les chevaux, essayer de trouver quelque chose. C'est vraiment, on va dire, même s'il y a la passion, mais essayer d'avoir quelque chose. Il y a peut-être un petit truc on essaie de le travailler peut-être un peu plus, mais peut-être qu'il y en a qui ont plus de facilité. Tu penses justement que toi, tu as eu cette facilité en arrivant dans ce métier-là? J'ai dû avoir un peu plus de facilité que d'autres, mais bon, ça, tant mieux pour moi. Hein. Exactement. Après le départ de Patrick Biancone à Hong Kong, tu rentres chez Nicolas Clément. Voilà, exact. C'est le plus jeune entraîneur à avoir remporté l'Arc de Triomphe, on le rappelle. Avec Somares. Exactement. Et c'est lui qui te dit maintenant, tu vas aller aux États-Unis. Voilà, en fin de compte, oui. Après, il a fallu changer la montre. Il me dit, il faut se remettre à la page. On va se remettre à la page, oui, il faut monter un peu à l'américaine. Il y avait Steve Cotton qui était revenu, puis il y avait Cash Asmussen. Et puis après, on dit, oui, c'est vrai. Et puis après, il m'a envoyé chez son frère, chez Christophe, pour apprendre un petit peu. Il est installé à Miami, je crois, voilà. C'est ça, aux États-Unis. À Lauderdale. Et en fin de compte, j'ai appris un peu de pouvoir monter, de voir un petit peu ce que c'était que les hippodromes américains. Alors moi, je m'attendais à des trucs, les États-Unis, ça doit être immense, ça doit être énorme. Puis en fin de compte, c'est tout petit rikiki, quoi. Les hippodromes. Des anneaux, c'est des petits anneaux. C'est des petits anneaux. Ouais, c'est des petits anneaux. Bon, après, ça a appris juste à avoir du fractionné.
Tu montes au chrono, c'est ouais, ça? c'est au chrono, c'est-à-dire ils me disent il faut travailler là en temps. Nous, en temps, nous on ne travaille pas comme ça. Parce qu'on peut travailler, on peut avoir monté le meilleur cheval en mettant 1 minute et puis l'autre en mettant 40 secondes. Ça dépendait de la distance, ça dépendait de pas mal de choses. Mais c'était intéressant d'apprendre. Alors, il y a des paroles qui marquent plus que d'autres, comme celle de Cash Asmussen en 1990, crack jockey américain, un quadruple cravache d'or. Et ce jour-là, tu remportes ta première listade au Lion d'Angers. Ouais. Et en descendant de cheval, Cash dit « Je n'ai pas été battu par un apprenti, mais par un jockey. » Oui. Ça marque, ça. Ah oui, oui. Non, c'est vrai. J'étais tout jeune en plus. Hein. Je venais d'arriver chez Nicolas, parce qu'en 91, j'étais le meilleur apprenti de France. Mais il fallait tu avoir... as 17 ans. Voilà, et il faut trouver le peu de chevaux. Il y a des petites choses qu'on a et il ne faut pas se tromper. Hein. Quand on vous laisse la chance, il faut la saisir, mais il faut y croire, il faut faire attention. C'est pas évident. Tu es sacré meilleur apprenti de France en 1990 et tu vas signer ton premier contrat de monte avec Daniel Wildenstein à 20 ans seulement. Oui, en 93. Et oui, c'est vrai que c'était. Je m'y attendais pas parce que faut monter un petit peu pour quelques propriétaires. Je montais aussi un petit peu pour Élie parce que j'avais les chevaux. Élie Lelouch. Je montais aussi pour Nicolas. Nicolas Clément. Voilà, Nicolas Clément. Élie Lelouch, ils avaient des chevaux, ils avaient pas mal. Puis comme j'avais la décharge, donc moi, quand on m'avait proposé ça au début, je croyais que c'était bon. Je dis oui, c'est ça. On n'y pense pas au début. Hein. On dit des fois c'est pour rigoler. Il me dit non, il faut qu'on discute. Hein. Tu vas annoncer ça, la grande nouvelle en grande pompe à ton ami Jean-Bernard Ekem, c'est-à-dire que tu es en voiture et tu lui dis tiens, au fait, j'ai signé un contrat avec Daniel Wildenstein. Oui, je l'annonce comme. Je l'ai annoncé, je lui dis j'ai un truc génial qui est là et tout, je dis c'est top. Puis après je dis c'est vrai que même si on est jeune ou pas, je dis c'est la continuité. Moi je dis j'avais qu'une petite partie, mais pour commencer. Mais on dit la petite partie, il faut pas se tromper quoi. On donne, c'est comme tout, on donne pas tout, on donne pas la clé puis on dit vas-y avance. Hein. Tu vas connaître exactement, tu vas connaître les sommets en 93, ton premier groupe 1 avec le Balafré. Oui. Tu as 20 ans donc. Ton premier arc 3 ans plus tard avec Elisio en 1996. S'en suivent Peintre célèbre, Sagamix, là c'était 3 arcs de suite. On t'annonce même comme le nouveau Saint-Martin. Avant il y avait aussi Cash Asmussen qui était là. Je préfère la comparaison avec Cash Asmussen. Parce que c'est lui, je pense que c'est lui qui a... En France, qui a un peu changé la montre française. Comme il gagnait, c'est lui qui avait fait le premier coup quand il avait fait ses 200 gagnants. C'était pas évident parce qu'il n'y avait pas toutes les locomotions que maintenant. Il n'y avait pas toutes les courses, quoi. C'est déjà quand vous arrivez à l'époque, même quand vous faisiez 50 gagnants, c'était déjà pas mal. Hein. Quand vous arriviez à 100, c'est déjà que fallait y aller, quoi. Et c'est vrai que il y a plus de courses actuellement qu'avant. Même on voit au niveau des quintés et tout ça. Avant, c'était pas ça. Hein. Les jockeys, dès que vous arriviez avant la fin novembre, vous les revoyez qu'au mois de, c'était pour l'ouverture de Longchamp, quoi. Mars, on ne les voyait pas trop et c'était d'autres jockeys. Et puis les bons jockeys, vers la fin mars, début avril, pour l'ouverture de Longchamp, ils disaient quand on arrivait à Longchamp, c'était l'année commence. La rentrée. Au cours de cette période-là, dans début des années 90, tu vas t'adjoindre à les services d'un agent, mais pas pour monter en France, pour monter en Angleterre. Exactement. Alors j'ai pris un agent anglais chez PLIS qui est, en fin de compte, je voulais apprendre vraiment le métier aussi à l'étranger. Puisque je voyais tous les étrangers venir, les Anglais ou Irlandais venir en France et qui montaient aussi nos chevaux français. Donc je me suis dit, il doit y avoir un truc de meilleur, ou même s'ils ont leur propriétaire. Et comme ils gagnaient à chaque fois, je me suis dit, il faut vraiment apprendre, voir un petit peu comment ça se passe là-bas, voir leur tactique de course, l'entraînement, essayer de peaufiner aussi ma monte. Tu vas apprendre quoi ? Tu vas apprendre quelque chose ? Je vais apprendre la course, savoir comment ils gèrent leurs chevaux, pourquoi ils démarrent à tel endroit, comment ils veulent pour finir les chevaux. Parce que c'est, on va dire, faire la position, puis attendre d'entraîner la ligne droite et puis faire 400 mètres, on va dire un sprint, c'est bien, mais aussi les préparer, de savoir comment les comprendre. C'est-à-dire comprendre le cheval, comment il va être, l'entraînement, tout ce qui est physique. Et oui, ça aussi, j'ai appris aussi là-dessus. Tu vas gagner le Derby d'Epsom avec High Rise. Le Derby d'Epsom, c'est encore plus connu que Wimbledon en Angleterre. Hein. Attention, voilà, c'est une institution. Ça faisait plus de 30 ans qu'un jockey français n'avait pas gagné le Derby.
Non, c'était le derby d'Epsom, ça a été, en plus c'était pas vraiment comme ça que je voulais le monter. Et je voulais le monter normalement un peu plus près, puis en fin de compte on a été très vite et le cheval n'arrivait pas à suivre. Il a mis un peu de temps et il est revenu regagner sur la fin. Mais non, le derby d'Epsom, c'est comme on dit le national, ou pour nous comme un arc de triomphe. Voilà, le derby d'Epsom, partout on dit Epsom Derby. Hein. Donc voilà. Pour un jockey français. Voilà, puis en plus moi français, donc déjà pour une fois que c'était pas un Irlandais, je dis tiens bon ben voilà c'est non puis en plus nous c'était il y avait tellement longtemps que c'est sûr que non ça fait c'est même pas le plaisir de gagner, oui c'est sûr, mais ce que ça engendre, que ça représente, c'est énorme. Il y a peu de jockeys à l'époque français qui partent à l'international. Il y a très peu. Il y a que toi, en fait. Il n'y en avait pas beaucoup. J'étais même pour partir au Japon, c'était la même chose. J'étais le premier à vraiment à voyager. Tu as gagné aussi avec la casaque de la reine d'Angleterre. Aussi. Ça. La première fois, c'était à Avery. Et elle me l'a sorti en plus. Elle m'a dit vous avez gagné déjà pour moi. J'ai dit bon. Je dis oui, vous avez gagné en France à Avery. Tu te souviens pas d'avoir gagné pour la reine d'Angleterre? Non. Et j'ai fait non. J'ai dit oui, c'est ça, exactement. Et on me l'a pas présenté. J'ai pu discuter avec elle à Epsom justement. Et alors là, j'étais tellement content. Je suis arrivé. Ils m'ont dit alors moi le protocole, je connais pas le protocole. Ils m'ont juste dit don't kiss the queen. Bon, j'ai fait oui, on va pas l'embrasser. J'ai pas l'intention de l'embrasser. Hein. Ils disent non, vous la touchez pas et tout. J'ai dit non, vous inquiétez pas. Mais sur vous, c'est vrai que quand on est content, bon. Et non, c'était une casaque comme ça, de la rencontrer, de parler avec elle. Oui, c'était, c'est quelque chose au début qu'on voit ça comme dans les contes de fées, quoi. On les voit à la télé, on voit tout ça. Puis en fin de compte, c'est vrai que c'est au fur et à mesure qu'on rencontre pas mal de gens qu'on se dit oui, c'est vrai qu'on a de la chance parce qu'on n'imagine pas. Justement, parmi les nombreuses personnalités que tu as pu rencontrer, croiser, il y a une personnalité qui t'a le plus marqué? La reine. C'est la reine. Ouais. Il y en a d'autres. Mais oui, la reine, parce que ce qu'elle représente. Alors, tu ne t'arrêtes pas à l'Angleterre. Tu vas opter chaque hiver pour des voyages d'études au Japon. Et de cette période, tu diras, ça m'a endurci physiquement, mais surtout, moralement, j'étais seule, ne parlais pas japonais. Oui, c'est vrai, à partir là-bas, en fin de compte, ça m'a endurci physiquement, parce que les courses, il y avait le week-end, c'était 12 courses le samedi, 12 le dimanche. On avait les conditions physiques, il fallait vraiment être au top parce que c'est pas les mêmes courses, beaucoup plus dures. Et le matin à l'entraînement, tout ça, physiquement, là je me suis vraiment endurci. Moralement seul, oui, parce qu'en fin de compte, j'étais, comme il disait, le gaijin, l'étranger. J'étais donc, on va dire, seul. Et tout où j'étais, moi, en fin de compte, tout était écrit en japonais. T'étais seul au Japon. Donc du coup, je ne parlais pas anglais. Donc pour communiquer, c'était déjà compliqué. Donc j'ai appris l'anglais au Japon. Et après, j'ai appris aussi le japonais en même temps. Donc même pour aller faire du shopping, même dans les supermarchés, tant que je voyais en visuel, ça allait, mais dès que c'était écrit, en fin de compte, je pouvais pas le traduire. Donc là, c'était plus dur. C'était une galère? Ça m'a appris à me débrouiller. J'avais mon agent qui était là tant qu'il était là. Puis après, une fois que je partais en ville, je me disais, maintenant, tout le monde y arrive, je vais y arriver. Hein. Donc je prenais le bouquin, comme on dit, le petit routard, et hop, et on est parti. Et puis après, je partais, tu es où? J'avais le téléphone. Quand j'avais un problème, je l'appelais, je la donnais aux personnes, et puis tiens, il faut aller là. Ouais, et j'ai fait des trucs, c'était folklorique. En quoi le Japon va changer ta manière de monter? L'initiative est un peu plus montée pour les chevaux, plus montée dans leur rythme, rien à voir avec l'Angleterre, mais avoir vraiment plus de cadence. C'est sur des chevaux qu'il faut aller un peu plus vite, on va me dire un peu plus sur la fibrée qui est peut-être un peu plus facile. J'ai monté sur le dirt là-bas où je ne prenais pas. J'ai monté même sous la neige parce que l'hiver, moi là-bas, il faisait un peu froid. Le poids physiquement, oui, parce que le poids c'était dur, c'était pas évident, c'était très. Plus en plus, comme je pouvais pas m'habiller et puis quand il y avait de la neige, c'était pas. Ouais, tu avais bien froid. On avait bien froid et tout, mais oui, là, ça m'a endurci. Hein. Humainement parlant, le Japon va te faire rentrer dans une autre dimension. Il y a des cartes bancaires, il y a des poupées, il y a même une série manga oui. qui a été créée à ton effigie. Voilà. C'est pas du tout le même métier.
Moi, je voyais, par exemple, à la veille des courses, on pouvait avoir 2000 personnes attendre devant l'hippodrome. C'était pas un souci. Au début, nous, on peut être un peu choqués. Ou voir, en fin de compte, ils se comparaient ici un peu comme le football. Et là-bas, les gens, on va dire, 100 000 jours de groupe 1, 100 000 personnes, on va dire, c'est normal. Ouais, mais pour toi, jockey français Mais et pour tout, nous, non. t'es à cheval. Ça n'a rien à voir. Là-bas, quand vous êtes là-bas, ils sont fans. Les gens, ils vous attrapent dans la rue pour que vous signiez des autographes, pour faire des photos, prendre j'ai vu prendre des bébés dans les mains, tout dans le trajet, dans le train, parce que je ne savais pas. Il y a des choses qu'on ne voit pas ici. Carlos Afon-Parias a été très impressionné lors d'un voyage ensemble pour Solemia. Vous avez dû prendre les transports en commun ensemble. Oui. Et là, c'était une émeute dans les transports en commun quand ils t'ont reconnu. Parce qu'en fait, quand on devait prendre au début un taxi, mais il n'y avait pas de taxi, il n'y avait rien et c'était trop long. Mais je dis, c'est pas grave, on va le plus vite. Le train, on est sûr d'être là dans une demi-heure, 3/4 d'heure, on va être arrivé sur place. Et donc du coup, on a été dans le train et on a attendu que tout le monde était parti. Puis j'ai dit, bon, donc je suis arrivé tranquille. Puis j'ai dit, bon, tu te doutais, toi? Je me doutais, mais je savais, j'ai dit, je voulais pas aller tout de suite parce que je me dis, si on y va à la sortie des courses, je dis, voilà, c'est pas la peine. Là, c'était, en fin de compte, c'est comme on voit un peu les footballeurs. J'ai fait, non, ça va pas aller. Donc du coup, je suis arrivé au premier comme ça. Il y en a un qui m'a reconnu. J'ai fait, ah là là, je me suis tourné pour dire, il m'a pas vu. Comme on était plusieurs étrangers, j'ai dit, ça va passer. Et puis dès que le premier est arrivé sur la scène, je me suis dit, excusez-moi, vous pouvez une petite autographe. Dès que j'ai fait le premier, les autres, ils sont tous arrivés. Hein. Très impressionné, Carlos Afon-Parias. Non, parce qu'on n'a pas l'habitude. Ça n'a rien à voir. Les gens, les gens se sont levés, ils sont levés, ils sont venus, j'ai pris les bébés et tout. Et lui, en fin de compte, c'est Carlos qui prenait des photos. Après, vous pouvez me prendre en photo et c'est Carlos qui faisait le paparazzi, quoi. Et voilà, donc c'était, même pour eux, c'est une expérience. Alors, cette vie à 100 à l'heure que tu vis, que tu as vécu entre deux avions, ça laisse quelle place à la vie de famille? Vie de famille qui est très difficile parce qu'en fin de compte, à l'époque quand j'étais ici, moins maintenant parce que j'ai pris un peu plus de recul, je vais pas partout. Et avant, il y avait les cravages d'or, j'avais des écuries, j'avais beaucoup de chevaux. Donc ça engrangeait beaucoup de victoires, beaucoup de déplacements. Et du coup, la vie de famille, je l'avais pas parce que les jours de repos, il y en avait pas. Les vacances, il y en avait pas. L'hiver, après, je repartais au Japon. Mais le peu de temps que j'avais, c'était très restreint. Donc vie de famille, c'est vrai que c'est pas évident. Et puis même si on faisait des déplacements, c'est lever le matin, l'entraînement, puis après on repartait. Et c'est vrai que c'est pas évident. Tu as transmis cet amour du cheval à tes enfants? Je les ai jamais forcés. J'ai Mégane qui monte là en ce moment en course et tout, qui la dernière fois fait un coup de 2 à Longchamp. J'étais très fier. Oui, quel regard justement portes-tu sur le fait qu'elle ait choisi, elle aussi, d'être jockey? C'est pas évident pour les... Physiquement, c'est très dur. Déjà pour nous, c'est dur. Pour une femme, physiquement, de toute manière, c'est vrai que c'est très dur. Et pour Mégane, ça c'est... Après, bon, c'est vrai que de temps en temps, je lui dis, tiens, il y a des choses à faire. Et il y a, je peux lui dire 2-3 petits conseils, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que, bon, il faut qu'elle s'accroche et que c'est pas évident. Et surtout, c'est un petit peu, après, on se dit, ouais, c'est la fille d'eux. Voilà, on compare toujours comme Éric Saint-Martin, c'est le fils de Yves, quoi. Et c'est plus dur, les gens vont être beaucoup plus critiques. Ta carrière ne connaît pas de bas. C'est rare, hein. Se poursuit toujours sur un rythme effréné. Tu vas décrocher 4 cravages d'or. Et pourtant, ce n'est pas une fin en soi, cette récompense pour toi. Non, j'ai voulu aller aussi à l'étranger. J'ai perdu aussi une cravache d'or parce que je ne suis pas rentré en France. Je suis resté au Japon parce que je gagnais presque un groupe 1 tous les week-ends. Je préparais les chevaux et c'était un choix. Il y a une année, je crois que je l'ai perdu d'une victoire. C'est Dominique qui a gagné. On m'a dit, il faut revenir. Mais j'ai dit, je peux pas. J'ai dit, je prends mon pied. Ouais, c'est ça, tu peux pas, mais tu veux pas en fait. Oui, je veux pas parce que je fais quelque chose que j'aime. D'avoir des victoires comme ça. La cravache d'or, je l'ai eue. Mais de trouver j'avais des bons chevaux. C'est-à-dire que quand le matin je me levais avant que le réveil sonne parce que j'étais heureux. Tu étais heureux, tu dis je prenais mon pied là-bas. Jamais tu as eu l'intention de t'installer au Japon? Il y a un moment, oui, je voulais m'installer, mais c'était pas possible parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas avoir de licence. Et après?
Après, là maintenant, j'ai une vie de famille, j'ai un peu moins de chevaux, repartirai tous. Et puis au niveau du poids et tout ça, il y a pas mal de choses. Et la vie fait que maintenant je me suis plus installé ici. Que, je ne veux pas dire que c'est sur la fin, mais j'ai encore quelques projets ici qu'il faut que je travaille. Tu vas devenir premier jockey de la famille Vertemer en 2004, qui va t'amener du coup à la rencontre avec la grande, la merveilleuse Goldikova. Oui, ça c'était c'est une pouliche qui était phénoménale. Elle a été extraordinaire. Pas aussi, voilà, bon, déjà gardé en général 14, enfin toutes ses victoires. 14 groupes, hein. Voilà, exactement. Mais surtout, c'est que les propriétaires l'ont gardé parce qu'en général, quand on a, on va dire, un diamant, bon, on fait attention. Et ils l'ont gardé, elle est restée à l'entraînement. Ça a permis de continuer. Elle fait les 3 Breeders' Cup. C'est quelque chose que vous dites, oui, c'est d'avoir un muscle comme ça, autant. Physiquement, quand on arrive là, je partais au canter, je disais, oh là là, c'est une brouette, quoi. Elle n'est pas d'action, elle était là, c'est une brouette. Puis dès qu'elle allait un peu plus vite, bon, bah là, c'est comme si on avait coupé l'élastique et puis là, boum, ça partait. C'était fantastique. Du nom spécial, quoi. Oui, même quand on a gagné le Marois, on part comme ça, les gens applaudissaient. Les gens sont venus pour voir la championne. C'est quand même malgré tout une très grande responsabilité de piloter des chevaux comme cela qui sortent de l'ordinaire. Peu importe toi les enjeux, tu montes sans pression, limite un peu en dilettante. C'est-à-dire que les chevaux, ils le ressentent. Et la course, de toute manière, dès que les boîtes s'ouvrent, on oublie tout, mais c'est des courses de chevaux. Donc plus vous êtes tendu, plus vous allez faire de fautes. J'essaye moi de monter, pour un peu les instructions qu'ils vont me donner, mais surtout d'être bien, d'essayer de comprendre le cheval et essayer de faire le moins d'erreurs. Donc la pression, j'ai pas la même pression. C'est pas de dire absolument la course, il faut absolument la gagner, il faut la gagner. Oui, bien sûr, si je monte à cheval, c'est pour gagner la course. Je ne vais pas faire un tour de piste pour faire un tour de piste. Moi, je vais monter, c'est pour gagner. Si c'est pas pour gagner et finir dernier, je reste chez moi et je fais autre chose. Tu es une monde très intuitif, tu es très à l'écoute du cheval et en même temps tu t'es enrichi beaucoup des expériences que tu as glanées au cours de tes voyages, etc. Et tu connais parfaitement tes adversaires, les jockeys, les hippodromes, les pièges. Tout ça, c'est ce qui fait aussi ta force ? Oui, certainement, mais surtout c'est qu'il faut essayer de les comprendre, puis surtout aussi d'avoir confiance avec l'entraîneur et le propriétaire. Si on vous dit là aujourd'hui il faut être derrière et puis en ce coup vous vous retrouvez, sortez des boîtes et vous êtes devant. Oui, mais toi tu doutes pas. Et parce que une fois que les boîtes sont ouvertes, quand l'entraîneur ou le propriétaire il est là, il peut plus rien faire. Et après qu'on est là, une fois que c'est sorti, vous êtes devant, il y a des fois on rentre, ça s'est pas passé comme on voulait, mais ça arrive. Et on essaye faut tout de suite justement, c'est prendre l'initiative. Si ça se passe mal, il faut toujours il faut aller du tac au tac, il faut prendre l'initiative. T'es jamais très impressionné le matin à l'entraînement et une fois tu es venu à Newmarket galoper un cheval. Tu es descendu, on t'avait demandé de venir galoper ce cheval-là une semaine avant l'échéance. Tu es descendu, tu as dit c'est pas mal. Tu as gagné les King George de 12. C'est ça. De 10, oui. Pardon. Oui, c'est pas mal. En général, je ne veux pas être trop expressif avec les chevaux le matin. Voilà, pour le coup. Après mon argent, j'ai dit normalement celui-là, je vais être pas mal. Il est très bien, mais je veux pas trop donner de faux espoirs. Faut pas trop, parce que on a tellement de surprises entre ceux qui vont pas. Il y a tellement de déceptions que intérieurement je le garde. Je dis il est pas trop mal, ça va et tout. Mais on est beaucoup plus déçus après. Tu vas être 10 ans donc en bleu et blanc, puis un jour ça s'arrête. Il y a une forme de brutalité, non ? On s'est quitté en très bons termes, j'ai remonté pour eux, j'ai regagné pour eux, je m'entends, il n'y a pas de souci. Après ils ont repris Max. Non, c'est sur le coup. Sur le coup, oui, mais après, après des fois on veut changer ou voilà, il y avait des choses à faire. L'année était moins bien. Malgré ça, j'ai quand même continué à remonter pour eux. J'ai quand même regagné pour eux. Quand je suis libre, je monte pour eux. Il y a pas de souci, on s'entend très bien. Donc, rupture du contrat avec la famille Vertemer en 2014 et en 2015, tu décides de partir vivre à Bayonne. Tu ralentis, tu passes limite en mode pré-retraite. Tu as 42 ans. Oui, je suis même parti en 2013. 13 ? Oui. Et refaire enfin dire, j'avais remarié, refaire une famille. Enfin dire, je voulais construire quelque chose. J'ai monté pas mal aussi les chevaux du chèque
Abdullah bin Khalifa Al Thani. Et j'avais beaucoup de chevaux arabes. Et j'ai travaillé dessus. J'avais beaucoup moins de chevaux, puisque dès que vous perdez un contrat, les gens ils disent dès qu'on le perd, c'est qu'il ne l'utilise pas, c'est qu'il n'est pas bon. Donc j'ai quand même continué. Carlos était là pour me faire monter, j'ai toujours monté pour lui. Il m'a fait confiance jusqu'au bout, ses propriétaires aussi. Bon, après, un peu moins de chevaux. Après, je montais moins parce que, en fin de compte... C'est un cercle vicieux, quoi. C'est un cercle vicieux. Alors, bon nombre de tes amis te qualifient comme un homme généreux, fidèle, très attaché à ses principes, une personne de confiance, toujours resté lui-même au fil des années. Est-ce que tu es d'accord avec ce petit portrait? Oui, ça me va. Ouais. Non, généreux, non, c'est pas... Généreux, oui, parce que je veux profiter, je veux faire plaisir. C'est moi. S'il y a quelque chose qu'on peut faire, je m'entends très bien avec tous le personnel d'écurie, j'ai pas de problème. S'il faut aller boire un verre, on va boire un verre. S'il faut aller au restaurant, on va au restaurant. S'il faut leur donner un coup de main, on va leur donner un coup de main. Tu aimes faire plaisir et tu aimes partager également les bonnes tables avec des amis. Comment, du coup, tu gères ton poids au quotidien? Je mange très peu, mais quand je mange des bonnes choses, ça ne fait pas grossir. Non, je fais très attention, je fais beaucoup de sport. Je cours beaucoup, parce que le poids, maintenant, en ce moment, les saunas sont fermés, donc on n'y va pas. Donc il faut changer, mais des bonnes choses. Puis en plus, moi, je suis dans une région à côté de Bayonne. C'est une très bonne région. On a tout ce qu'il faut, c'est sain, on mange très bien. Après, les quantités, c'est vrai qu'il faut faire attention, mais... J'essaie de manger le plus sain possible. Déjà en 2005, à 32 ans, tu disais « ma carrière est derrière moi. Je gère, même si j'ai toujours envie de gagner. Aujourd'hui, je privilégie le qualitatif. Avant, j'allais vraiment partout et en fin de compte, j'ai raté des choses. » Oui, parce qu'en fin de compte, on veut tellement tout faire et tellement voir tout à droite, à gauche. J'ai voyagé beaucoup, on va dire j'ai divorcé. Un petit peu, ouais, un peu. Et du coup, j'ai raté des choses parce qu'en vie, j'étais, on va dire, dans la voiture, dans l'hôtel, et puis je n'ai pas profité de ces années-là. J'étais plus dans le travail. Le travail, et je me suis un peu enfermé dedans et j'oubliais un petit peu ce qu'il y avait à côté. La réussite passe par là aussi? La réussite, elle passe par là, mais après, c'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices. C'est pas évident. Et qu'avoir une femme à ses côtés, même pour elle, c'est très compliqué. Où en es-tu aujourd'hui? Penses-tu revenir t'installer à Paris, par exemple? Oui, je vais avoir un pied-à-terre, je vais travailler un peu plus. Je vais revenir un peu plus sur Paris parce que j'ai un peu plus de chevaux. Tu vas fêter tes 49 ans en janvier prochain. Tu t'es fixé une limite d'âge? Je suis comme Francky, comme il dit, la dernière fois on en parlait. On dit tant qu'on a les chevaux, tant qu'on a les victoires, tant qu'on est passionné, qu'on se fait le round trip, d'aller un peu partout dans les pays, de vraiment se faire plaisir, d'avoir des gagnants, c'est ce qui nous fait rester. Tu as l'un des plus grands palmarès de l'histoire des courses. Quel regard portes-tu sur ta carrière? Je crois que tu as gagné pratiquement sur tous les continents d'ailleurs, Hong Kong, Canada, Japon bien sûr, les États-Unis, en Europe, en Angleterre, en Irlande, je sais pas, l'Australie peut-être, je sais pas. Australie, j'ai monté, je n'ai pas gagné. D'accord. Il va falloir que j'y retourne. Voilà. Quel regard portes-tu sur ta carrière? Non, je suis très fier C'est vrai qu'après, quand on commence à se dire un peu le palmarès, ça fait beaucoup de gagnants. Mais beaucoup de groupes, beaucoup de tout, quoi. Et en fin de compte, ça fait, quand on se dit combien, même sur certains, ils me disent combien tu as gagné de groupes. Et sur certains, en fin de compte, j'ai gagné plus de groupes que dans leur carrière des courses. Tu tiens à jour ces chiffres-là, c'est important? En France, oui, c'est plus facile, parce que ça fait 2901. Et en tout, ça fait 3600, il y a un peu moins de 3700. Donc avec les groupes 1, avec 156, 157 groupes 1. Ouais. 157 avec le vermeil? Voilà. Justement, c'était une journée, on va dire, on avait la carte vermeille, donc c'est pour ça qu'on est 1-2. Mais on est toujours là, donc c'était une bonne carte. Mais non, c'est vrai que ça fait beaucoup de victoires. Puis c'est des moments, on dit on a de la quincaillerie à la maison, oui, parce que là, c'est beaucoup. À la question à quel sportif je peux comparer Olivier Pellier, Jean-Bernard Ekem m'a répondu Zinedine Zidane. Il est aussi doué que lui, il est aussi simple dans sa façon de vivre. Attends, c'est pour les cheveux. Et puis il a la même coupe de cheveux, c'est vrai. Pour les cheveux. Aussi. Non, oui, c'est vrai, c'est gentil. Ça te va? Ça me va très bien. C'est un super joueur, entraîneur. Non, c'est quelqu'un qui est très fort.
Quelqu'un qui est froid quand on le voit comme ça, il est pas démonstratif, il est calme dans son jeu et tout. Non, c'est un super mec. Ce n'est pas d'actualité, mais là tu dis Zinedine Zidane, c'est un super joueur, un super entraîneur. Tu pourrais devenir entraîneur ensuite? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est un métier qui est complètement différent. Je préférais, ouais, éleveur, oui, je préfère être éleveur. Propriétaire, on va dire, c'est pas plus facile, c'est différent. Un peu plus l'élevage, j'aime beaucoup. Donc on connaîtra l'Olivier Pellier, ensuite éleveur de galopeurs. Voilà, exactement. Ce C'est quelque chose, ouais, ça serait pas mal. Merci Olivier de nous avoir Merci accordé beaucoup. de ton temps comme cela ici sur le Grand Entretien. Merci beaucoup Olivier. Merci beaucoup à vous aussi de votre invitation.